l'environnement suivant. Qu'est-ce que ça peut bien être? Adobe Illustrator. .ai. Bon, ce format d'image, c'est de loin, en fait, ce format d'image là spécialement, c'est de loin le format préféré des designers. Et le type de fichier le plus fiable également pour les images de tout type, de projet, web ou impression. D'accord, c'est vraiment le favori. Adobe Illustrator est la référence de l'industrie pour créer des illustrations à partir de zéro. Illustrator produit des images vectorielles, le type de fichier le plus facile à manipuler. Vraiment facile à manipuler. Bon, ce logiciel-là peut également créer tout type de fichiers déjà mentionnés. Tous les types de fichiers dont on a parlé déjà jusque-là, de 1 à 8, enfin de 1 à 7. D'accord? On peut aussi créer ça avec le logiciel Adobe Illustrator. C'est le meilleur outil de l'arsenal des designers. Surtout ceux qui sont dans les logos, ce genre de choses. Donc, le format vectoriel d'Illustrator s'adapte à n'importe quelle taille ou résolution d'image sans produire d'effet de pixelisation. Le fichier reste net à l'impression. Aussi, il faudrait savoir que ça présente quelques inconvénients, forcément. Il n'y a rien qui soit sans inconvénients. Bon, pour pouvoir utiliser Adobe Illustrator, il faut apprendre à utiliser Adobe Illustrator. Malheureusement, c'est payant en fait. Donc, c'est le seul inconvénient. Il faut payer pour y accéder. Ce n'est pas open source, ce n'est pas libre d'exploitation comme GIMP. Pour ceux qui utilisent Ubuntu, ce genre de choses. À l'instar du format PSD, le fichier en .ai, le fichier d'Adobe Illustrator, peut être conservé pour réouvrir des projets à date ultérieure, transférer à des collaborateurs souhaitant accéder au fichier source d'une image pour la retravailler. Donc, c'est exactement l'utilisation. Si vous voulez en faire l'utilisation d'un fichier PSD, vous pouvez également penser à un fichier .ai. Donc, c'est un peu ça. On va passer à Adobe InDesign Document. Donc, le .indd. Bon, voilà, c'est comme ça que moi je le lis en tout cas. Ce sont les fichiers qui sont créés et enregistrés dans Adobe InDesign. Vous l'aurez sûrement compris. C'est aussi un produit de la gamme Adobe comme Illustrator et comme Photoshop. Grâce à InDesign, en fait, vous pouvez insérer des images et les positionner comme vous le souhaitez à la dimension désirée. Ça permet également de façonner, de placer les boîtes de texte de manière voulue. Bon, le partage des documents de ce genre-là avec l'extension .in2d, d'accord, peut se faire sans crainte de voir les formats ou leurs aliments modifiés. Il est également possible de créer des carnavals et de prédéfinir des styles de police et de paragraphes, ce qui permet de gagner du temps si vous utilisez toujours le même format d'image pour vos documents. Bon, ça aussi, les inconvénients sont les mêmes, hein, c'est toujours payant et il faut vraiment travailler avec le logiciel pour pouvoir le prendre en main en fait. Il faut apprendre. C'est pas un truc qu'on va prendre en main en 24 heures ou en 2 heures de temps, non. C'est pas si intuitif que ça. Personnellement, je trouve que, en termes d'utilisation, c'est bien. C'est un logiciel qu'on peut utiliser pour créer des publications telles que des journaux, des magazines, des e-books, combinant du texte, des illustrations vectorielles et des images. Les fichiers PSD et .ai aussi, donc d'Adobe, Photoshop et Illustrator, peuvent être combinés dans InDesign pour produire des fichiers riches en contenu, intégrant une typographie avancée, des graphiques, du contenu, des informations de formatage et d'autres options de mise en forme sophistiquées. Bien, on va passer au format suivant. Scalable Vector Graphics. Donc ça, c'est le .svg. Bon, pour ceux qui font du web, ce n'est pas un format qui vous est inconnu. C'est un format de données conçu pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels et basé sur le XML. Le
fichier de point d'extension, le fichier d'extension SVG est utilisé pour créer des icônes pour les sites web, ce qu'on appelle les favicons, pour ceux qui savent. Voilà. L'image est agrandie et compressée sans perte de qualité d'image et n'apparaît pas floue sur les appareils ayant une densité de pixels élevée. C'est normal puisque c'est du vectoriel. Les éléments images, d'accord, dérivés qui sont du format SVG, sont de petite taille et occupent donc moins d'espace que les images créées en format raster. Ce format d'image vectorielle permet de redimensionner une image sans aucune perte de qualité, contrairement à une image en JPEG ou en PNG. Des formes géométriques de base sont déjà créées comme le rectangle, les ellipses, afin de rendre votre tâche plus simple. Le contenu SVG, d'accord, enfin le fichier, l'extension SVG, peut être visualisé dans n'importe quel navigateur en fait. En revanche, le code SVG, puisque le XML c'est un langage, donc le code de ce fichier-là qui est structuré en XML est compliqué à créer. Les structures de balisage sont très complexes. La production de code volumineux et la résolution d'erreurs difficiles. Vous devrez également effectuer des tests importants dans différents navigateurs pour vous assurer que votre SVG, votre fichier apparaît correctement. Donc, il faut vous assurer qu'il y a compatibilité un peu partout, avec en tout cas les navigateurs les plus connus. Personnellement, je trouve que ce format d'image est préférable dans le cas d'une image simple, comme un logo ou une icône que vous souhaitez utiliser pour votre site internet. La performance est généralement meilleure dans ces cas précis que les autres formats d'image. Toutefois, si c'est des images complexes que vous voulez générer ou créer, évitez le format .svg. Alors, là, nous avons parlé des 10, donc c'est fini. Nous avons parlé des 10 formats d'images les plus courants qu'on retrouve le plus souvent, bien évidemment. Alors, maintenant que nous avons un peu parcouru les formats d'images les plus courants en graphisme, donc les formats d'images auxquels vous serez le plus souvent confronté, nous allons passer maintenant à la résolution. En fait, la question que vous allez vous poser, c'est en fait quelle résolution pour vos images. Parce qu'on a pas mal parlé de résolution. J'ai quand même voulu aborder le thème, même si on va aborder ça dans le module sur Photoshop. Notamment, on va faire la différence entre résolution et poids d'une image. Donc, la résolution d'une image, c'est d'abord le nombre de pixels par pouce qu'elle contient. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un pouce, en fait, c'est une unité de mesure. Un pouce, ça fait 2,54 cm. Donc, la résolution s'exprime en PPP. Vous allez souvent voir ça, qui veut simplement dire point par pixel. Ou encore, vous allez voir ça vous allez voir DPI, qui est juste la traduction anglaise. Donc, dot per inch. Ça veut dire point par pouce. Donc, plus il y a de pixels par pouce et plus il y aura d'informations dans l'image. Donc, plus il y a de pixels par pouce, plus votre image sera nette. Donc, c'est exactement ça. Plus il y a de pixels par pouce, donc plus la résolution de votre image est haute, plus votre image est nette. Alors, la question que l'on va se poser donc, c'est quelle résolution d'image? La première chose à prendre en compte pour déterminer le nombre de pixels par pouce nécessaire pour votre image est ce que vous allez en faire. L'imprimer sur papier ou l'afficher en ligne. Donc, c'est d'abord selon l'usage que vous voulez en faire que vous allez choisir la résolution de vos images en fait. Donc, les logiciels comme Photoshop vous permettront de faire beaucoup de choses, mais pas d'augmenter artificiellement le nombre de pixels. Si vous téléchargez une image sur le web et que vous essayez de l'adapter aux dimensions de votre projet d'impression, l'image sera pixelisée et déformée
à coup sûr. Donc, en fait, pour ceux qui sont sur le web, quelle résolution photo adopter? La résolution d'affichage pour une photo à destination du web est en général de 72 points par pixel. Retenez bien, 72 points par pixel. Cependant, aujourd'hui, les supports sur lesquels votre image peut être affichée peuvent varier de 60 à plus de 500 points par pouce sur certains smartphones. Soyez donc vigilant à la taille en pixels de votre photo et à la résolution de votre écran en fait. Donc c'est en fonction de ça que vous allez maintenant fixer. Sinon en général on choisit 72 points par pixel. Nous allons maintenant parler de la résolution si c'est que c'est une photo par exemple à imprimer. Lorsque votre image est destinée à l'impression. La résolution d'une photo à imprimer ou d'une image à imprimer est très importante car elle influence grandement l'aspect visuel de votre image. Si vous prenez une même image, c'est-à-dire avec les mêmes dimensions en pixels, et que vous augmentez sa résolution, les points qui la composent seront plus serrés et elle sera imprimée en petit format. À l'inverse, plus la résolution sera basse, plus les points qui constituent l'image prendront de la place et plus l'image imprimée sera grande. Une image de 3000 x 2000 pixels, par exemple, on verra tout ça, ça c'est les dimensions d'une image, donc c'est la hauteur et la largeur. Donc une image de 3000 sur 2000 pixels, imprimée à 300 points par pixel, par exemple, donnera une impression A4 de très bonne qualité. En revanche, vous ne pourrez pas combler un manque de pixels en augmentant le nombre de points par pixel. Vous obtiendrez alors une image de bonne qualité, certes, mais la taille, en fait, ça aura juste la taille d'un tempo. Vous voyez ce que c'est que... Enfin, retenez que ce sera minuscule. Il peut être compliqué de différencier un fichier. Voilà, c'est un peu ça. Donc, excellent en fait. Donc, c'est un peu tout ce dont... voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, bye!